Et voilà donc la rubrique Ce que je ne comprends pas, réalisée dans le marché de Coco Kodji, c'est quelque part dans la commune à Dabo Mekalavi. Vous aviez écouté ça et là les soucis des populations, notamment des femmes de ces marchés-là, l'état du marché, la mévente et bien d'autres soucis liés à la subsistance quotidienne. Allez, on va passer maintenant à l'instant, débat sur Actu Matin. Je l'ai annoncé, nous avons deux sujets qui nous attendent. Mais déjà, les débatteurs dans ce studio, je veux annoncer déjà Ulrich Ekwe Gaba qui sera accompagné de Franck Aonou à ma gauche et puis à ma droite. Eric Guédenon et puis William Cliquin pour le débat de ce matin. Les deux sujets, je vous les rappelle. Patrice Talon a rencontré hier les leaders et responsables de la diplomatie du Bénin à l'étranger. Que se sont-ils dit? Question justement qu'on va se poser avec quelques soucis parce que difficile d'avoir les bribes des échanges qu'ils ont eus au palais de la Marina ce mardi 30 mai 2023. Et puis le deuxième sujet, on va examiner ensemble ce que disent les évêques du Bénin au sujet de la situation socio-économique du Bénin. Vous le savez, les prêtres catholiques se sont vus dernièrement, et ils ont échangé, ils ont sorti à la fin une note qui a été rendue publique. Les gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue. Merci. On commence par le sujet sur la conférence diplomatique. J'avoue que ça aurait été une bonne intervention dans votre rubrique, Franck Aonou. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait autant de silence sur cette rencontre? Ce que je ne comprends pas, c'est que... C'est la rubrique qui est reliée. Ce que je ne comprends pas, c'est justement la question que vous posez. Parce qu'on ne devrait pas faire du tabou autour de cette rencontre-là. On sait que le chef de la diplomatie, l'ex-chef, a été débarqué. Et vous savez, lorsque il y a un patron de la diplomatie, lui, il a sa ligne, c'est vrai, la ligne générale de notre pays, mais lui-même, il imprime sa marque, parce que c'est quelqu'un qui est resté dans un domaine donné, qui a une certaine expérience. Et à partir du moment où il a été remercié, il est quand même de bon ton qu'on réoriente les choses. Moi, je pense que c'est dans cet ordre d'idée-là que le chef de l'État a rencontré. Est-ce que quelqu'un parmi vous a écouté aux portes? Il a entendu quelque chose là? William, vos oreilles ont pu capter quelque chose du palais de la Marina? Rien à filtrer, puisque c'était à huis clos et il n'y a pas eu de communiqué officiel non plus. Et je crois que là-dessus, c'est presque une première dans l'histoire, une conférence diplomatique sur laquelle on n'a pas les grandes articulations, où c'est à la fin des travaux que nous saurons forcément ce qui va se passer. Parce qu'en 81, c'est-à-dire un peu au lendemain du discours-programme du général Mathieu Kérékou, quand il voulait imprimer sa marque dans le marxisme-léninisme, il a bien rencontré tous les ambassadeurs du Bénin. D'ailleurs, à l'époque, il avait des partenaires nouveaux, la Bulgarie, les pays d'Asie, la Chine et autres. Et donc, naturellement, il a voulu redéfinir cette carte. La plus grande de l'histoire, c'est 2009, avec Jean-Marie Rouzou, au Palais des Congrès de Cotonou, avec une rencontre des ambassadeurs, un thème défini à l'avance. Les médias, comme nous le faisons ici, en ont débattu, ils en ont parlé. C'était sur la relance de la diplomatie béninoise pour notamment l'impact du développement économique et social des Béninois en 2009. Vous voyez, donc, ce n'est pas une première. Je pense que, du point de vue de l'histoire, c'est une troisième conférence diplomatique de la sorte. Et c'est une vieille tradition qui date d'avant même la constitution de la Société des Nations et des Nations Unies, selon les diplomates, puisque c'est une pratique dans le milieu francophone comme dans le milieu anglo-saxon pour redéfinir les bases de la diplomatie. Dans certains pays, c'est même institué et c'est dans un agenda précis. En France, par exemple, périodiquement, le chef de l'État doit rencontrer les ambassadeurs, donner les directives de la politique. Parce que Franck disait quelque chose tout à l'heure sur lequel j'ai envie de revenir. On a pour habitude de dire, notamment dans les médias et dans le discours populaire, que les ministres des Affaires étrangères sont les patrons de la diplomatie. Mais non, la diplomatie, la politique étrangère est détenue par le chef de l'exécutif. Déterminé par le chef de l'exécutif, et c'est par procureur. Il est dépositaire de ce pouvoir qui remet par procuration au ministre des Affaires étrangères. Et notamment dans notre cas, l'article 61 de la Constitution est très clair. C'est le président qui entame les fonctions. On va revenir sur tous ces détails, mais déjà parlons de l'information et du factuel. On n'a rien à propos, personne ne nous dit ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On peut peut-être comprendre cette situation, c'est parce que ça a été fait dans la précipitation, non, Eric Guédenon?
Je pense pas. Juste après le départ de Rolien, le communiqué est sorti et qui invitait donc les diplomates à rallier Cotonou pour En cette l'espace conférence. en l'espace d'une semaine, c'est quand même je pense précipité. pour une rencontre avec le chef de l'État. Je pense que les couloirs de la Marina seuls pourront véritablement nous dire ce qui a filtré de cette rencontre. Mais après, on n'est pas non plus trop surpris de cette façon de faire. Il y a eu déjà plusieurs rencontres que le chef de l'État a eues. Généralement, quand il rencontre les centrales syndicales, c'est bon, quelques jours après que nous avons les informations. Récemment, avec les acteurs du Sodia, eh bien, c'est le lendemain qu'on a eu justement les informations. Je pense que les services de communication de la présidence nous ont habitués à nous faire une compilation, souvent des rencontres du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi par la 24 heures, 48 heures après les rencontres. Donc, ce qui est certain, c'est qu'ils doivent avoir des points de renseignement, des contacts à appeler. On n'a pas besoin d'attendre la cellule de communication de la présidence pour avoir des informations, le Gaba. Ben écoutez, on n'a pas besoin de la cellule de communication, vous dites, et ça me fait sourire. Vous savez que nous avons connu ce que nous appelons tous au Bénin la normocommunication, qui a centralisé les informations au niveau de la présidence de la République. Et soit ceci dit, nous pouvons simplement remarquer quelque chose. Chaque fois qu'il y a de grandes réunions, vous devez remarquer qu'il y a un silence total autour de cette réunion et ce n'est que justement la direction de la communication présidentielle qui vient nous donner des bribes de cette rencontre. C'est devenu une ritournelle et les Béninois commencent par s'y habituer. Ce n'est pas la faute du journaliste parce que le journaliste ne peut pas inventer l'information. Il ne peut pas créer l'information. Il travaille dessus, il relève l'information. Il investigue, mais il relève d'abord il relaie d'abord les faits. Et c'est sur les faits qu'il fait son commentaire et ses analyses. Mais tant qu'il n'y a pas de faits, il peut faire peut-être des observations, des supputations, des analyses et des investigations. Mais les investigations, quand on ne vous permet pas d'accéder à la source, pour avoir l'information, en tant que journaliste d'investigation, il faut avoir accès à la source. Et quand la source est fermée, c'est difficile. Ceci étant, il faut revenir au canevas même de la rencontre diplomatique. C'est vrai que l'ancien ministre des Affaires étrangères a été débarqué et juste après, moins d'une semaine après, il y a une rencontre avec les diplomates. Je l'avais dit une fois sur ce plateau, on sent qu'il y a une redéfinition de la carte diplomatique. Mais l'autre aspect qui est encore plus important, comme le président est dépositaire légal de sa ligne diplomatique, il pouvait définir une ligne et l'imposer à tous les diplomates. En les rencontrant, moi je pense plutôt que c'est beaucoup plus important parce que là, il veut écouter les observations. Parce que étant déjà sur le terrain, ils peuvent pouvoir dire les points sur lesquels on peut améliorer, sur lesquels on peut tabler pour améliorer des aspects ou réajuster justement des relations par rapport à certains pays. Oui, mais est-ce que c'est bien le moment maintenant de penser au réajustement, comme vous le dites, le Kogaba, parce qu'on sait qu'on est à la fin pratiquement, sinon du deuxième mandat de Patrice Talon. Alors on est resté un peu timoré, un peu fermé sur soi, discret sur tout ce qu'on fait à l'étranger. Parfois même le chef de l'État sort du Bénin et même les Béninois ne sont pas informés. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut réajuster alors qu'on n'a que 3 ans devant soi, Eric? Alors le chef de l'État a sur l'agenda. Et certainement qu'il a senti le besoin de tenir cette rencontre, justement, comme l'ont relevé Ulrich et puis William, de redéfinir la carte diplomatique. Il semble peut-être que l'orientation n'est pas comprise de tous les acteurs de la diplomatie. 7 ans après. Je suppose. Et donc, il faut peut-être revoir certaines lignes, revoir certaines coopérations. Il a peut-être senti le besoin de le faire de vive voix avec les acteurs eux-mêmes. Peut-être qu'il va leur donner l'opportunité eux-mêmes de pouvoir apprécier ce qui a été fait jusque-là, depuis 2016, et de voir les aspects sur lesquels on peut réajuster, n'est-ce pas, et tout ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, un État reste un État, et la diplomatie est un aspect important, puisque nous coopérons avec d'autres États. Donc, il y a forcément une nouvelle idée qui sortira de cette orientation qui sortiront certainement. Alors, mais après, ce n'est pas non plus un mystère. Hein, ce n'est pas non plus un mystère que le chef de l'État rencontre les diplomates. C'est une tradition. C'est vrai qu'on ne l'a pas souvent fait ici.
on ne l'a pas souvent fait ici. Mais chez nous, c'est après, un mystère depuis hier. On ne connaît même pas la tête de qui la sont rencontre en elle-même, la rencontre- participé. Non, on connaît la tête. On connaît la tête de Eric. ceux qui ont participé. Puisque le communiqué a été clair. Tous les ambassadeurs au poste sont rappelés. Chefs de mission diplomatique. Et Oui, leurs mais ça adjoints parle du sont chef de mission rappelés à Cotonou. diplomatique. Donc, nous mais savons on ne les que- connaît pas tous. Nous savons On a que bien dans de- cette salle, on envie ne de peut que savoir- trouver que des diplomates avec le chef de l'État. On a bien envie de savoir si Donc, le Bénin le est mystère présent ici- en Azerbaïdjan et qui le représente là-bas. On a besoin de voir la physionomie des gens maintenant. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre après cette rencontre-là, Franck? Non, moi, je pense que, avant de répondre à votre question, moi, j'ai passé un coup de fil et on m'a dit juste ceci, ce n'est pas, il n'y a pas péril en la demeure. Le chef de l'État a le droit de rencontrer les ambassadeurs, ceux qui sont en mission et tout. Donc, moi, je pense qu'on devrait s'en tenir à cela jusqu'à ce que nous ayons un communiqué officiel ou les conclusions de la rencontre. Moi, je pense Et que... ils vous ont au moins dit quand est-ce que ça va venir, les conclusions? Ils ont au Non, moins dit ça? non, on attend. D'accord. On Donc attend. on attend, on va prier les dieux. On va attend prier les dieux qu'on pense à nous un jour. Oui. Voilà. Donc, Donc, ma question, est-ce que quelque chose va changer? oui, bon, quelque chose va changer. Je ne pense pas qu'il y ait grand changement. Hein. William l'a dit tout à l'heure très clairement. La ligne, disons, diplomatique, elle est connue et cela est détenu par le chef de l'État. Il va peut-être les repréciser. Et tenez-vous tranquille, la rencontre se tient au lendemain de l'investiture du président d'à côté. Bola Tinubu. Ça n'est pas anodin. Moi, je pense que la rencontre a été prévue pour discuter de C'est quoi? tout On veut cela. mobiliser tous les diplomates sur la question. Je pense que- Pas forcément, Oui. spécifiquement sur le Nigeria, Ouais, mais mais- pour dire que la ligne va changer peut-être avec le Nigeria et pas ricochet, avec Avec les d'autres autres. puissances. Mais vous savez, pour moi, il doit avoir un léger changement tout au moins. Parce que la conjoncture dit tout. Le ministre des Affaires étrangères qui n'est plus en poste. On annonce une autre ministre des Affaires étrangères en remplacement. Cette conférence diplomatique, si, est un rappel d'ambassadeur, de chef de mission diplomatique qui ne se passe pas dans le même contexte que les autres, c'est-à-dire l'organisation, cette fois, est à huis clos, pas... ce sera peut-être un peu comme un conseil des ministres. C'est-à-dire, non seulement ça se passe au palais de la Marina, mais c'est ce qu'on voudra nous dire de cette rencontre entre ces grands généraux de notre diplomatie que nous entendrons. C'est en cela que je pense que c'est tout particulier, qu'il y a un objectif précis derrière. Mais le président de la République en a les armes. L'article 61 de la Constitution est clair dessus. Non, personne ne Il est bon. conteste le droit de Il peut rappeler le faire. qui il veut, de Absolument. discuter avec qui il le veut, Oui. et quand il le veut, comme il le veut. Il peut même attendre la veille de son départ du pouvoir pour appeler les chefs de mission diplomatique. C'est son droit, Ulrich Echougbeba. Absolument, absolument. Il a Alors, le qu'est-ce droit. qui va changer? Bon, je pense que, contrairement à Franck, des choses vont changer. Parce qu'on sent déjà même que... Vous avez vu, on a vu un Patrice Talon fermé sur lui pendant longtemps, pendant plus de 7 ans, et qui ne sortait pratiquement pas, où il n'avait que 2 destinations connues par tous les Béninois, la France et puis le Rwanda, a priori. Mais subitement, on voit un Patrice Talon qui va à l'investiture de Bola Tinubu, on se pose des questions. C'est-à-dire, on sent déjà que lui-même, il imprime la marque de ce changement diplomatique. Et vous n'êtes pas sans savoir que celle qui vient remplacer Aurélien Benossi, elle était ambassadeur du Nigeria. Pour remplacer. Quoi qui est annoncé pour remplacer, parce que de toutes les façons, la note n'est pas encore sortie officiellement. Donc, elle est ambassadeur du Nigeria. Donc, ce qui veut dire qu'on sent une sorte d'offensive diplomatique vis-à-vis du Nigeria. Et c'est Bon, c'est tant mieux. Si ça peut apporter quelque chose à Effectivement, l'économie du Bénin, c'est tant mieux. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Déjà, la conférence en elle-même a dit un changement. Justement, en 7 ans, on ne convoque pas une conférence diplomatique juste pour dire à ces ambassadeurs, bon, continuez comme d'habitude. Non, je pense que on l'a fait parce qu'il y a un changement qu'on veut apporter. Parce que jusque-là, nous avons fait du sur-mesure, une diplomatie sur-mesure, strict minimum. On ne fait pas trop de déplacements, on est un peu fermé. Et il y a une raison à cela, parce que depuis 2016, on a senti qu'il y a des besoins à l'interne. Il y a du travail à faire, il y a des chantiers, n'est-ce pas, à amorcer. Et donc, on est plus orienté sur Allez, une politique on verra interne, bien, n'est-ce pas, on attendra que une politique les externe. jours suivants ce qu'ils nous diront, des nouvelles orientations s'il y en a.
Bien sûr, au sujet de la diplomatie béninoise. On va parler du deuxième sujet, les évêques du Bénin qui se sont vus à Tchambedji, quelque part au Bénin. La semaine écoulée, c'est à l'occasion de la 69e session plénière ordinaire de l'organisation pour discuter d'un certain nombre de sujets qui pourraient intéresser les communs des Béninois au-delà des fidèles chrétiens catholiques. Alors, il s'agit de sujets dissociés. D'abord, déjà, la question de l'insécurité grandissante et la cybercriminalité constatée. L'Église demande aux parents et aux autorités de redoubler d'efforts héroïques. Oui. Bon, c'est une très bonne observation faite par le clergé béninois. C'est vrai que le clergé aurait pu aller beaucoup plus en profondeur parce que quand le clergé demande aux parents, aux autorités d'intervenir, d'accompagner, le clergé est bien placé aussi pour bien accompagner parce que observez le nombre d'églises qu'il y a dans le Bénin. Le clergé est bien placé dans les homélies. Ils sont plus présents que dans les homélies, je pense que le clergé a tout à gagner en insérant carrément cette information, cette sensibilisation dans les homélies sur l'ensemble du territoire national. Je pense que ça jouerait un grand rôle. Sans oublier que, effectivement, les parents aujourd'hui doivent jouer un grand rôle. Ils sont totalement absents de l'éducation de des plus enfants, en plus, les parents sont absents de l'éducation des enfants. Et les autorités aussi. Parce que qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, le clergé a précisé qu'il faut qu'on mette aujourd'hui un système éducatif, qu'on mette en place un système éducatif qui qui forme des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Je pense que c'est l'un des points essentiels sur lesquels le gouvernement doit beaucoup plus tabler aujourd'hui. Le clergé a fait un point kaléidoscopique de la situation au Bénin, sociopolitique, parce qu'on a vu beaucoup plus les médias parler des reproches à la gouvernance de Patrice Talon. Attention, le clergé, a opiné sur beaucoup de sujets qui touchent le quotidien des Béninois, notamment les questions sociopolitiques aussi. Sur la question de la cybercriminalité, c'est un problème d'éducation, selon moi. Et donc, interpeller les parents qui sont les premiers vecteurs de l'éducation, pour moi, c'est très bienvenu. Maintenant, d'autres questions sur lesquelles le clergé vient m'intéressent aussi, notamment les taxes, par exemple. Quand le clergé dit On va en parler tout à l'heure. Continuons à parler de cybercriminalité. Les prêtres se sont intéressés aussi à la situation des détenus au niveau des prisons civiles du Bénin. Depuis cette campagne, cette vaste razzia au niveau donc des jeunes investis dans cette activité-là, il n'y a que la population carcérale grossit. Ce n'est pas seulement dehors qu'on fait beaucoup d'enfants. Il y a aussi que là-bas, on doit régulariser un peu les naissances entre griffes. Mais c'est pas nouveau, hein, cette question, hein, William. Oui, c'est en cela qu'il fallait voir la méthode avec laquelle nous allions à la répression de la cybercriminalité. Parce qu'avant même cette répression où on a vu des milliers de jeunes derrière les barreaux, il y avait déjà surpopulation carcérale. Il y a des organisations non gouvernementales qui ont fait des études qui prouvent que dans les 11 maisons pénitentiaires en République du Bénin, il y avait sureffectif. Et si, dans un contexte comme celui-là, il faut ajouter des jeunes qui sont dans une tranche d'âge dans laquelle, quand ils n'ont appris à rien faire jusque-là et qu'ils passent 10 ans, 20 ans derrière les barreaux, ils reviennent, ils sont des bombes à retardement pour la paix sociale, pour la cohésion sociale. C'est en cela que j'appelle à une réflexion de façon holistique sur la question de la cybercriminalité, de sorte à ce que nous exploitions les méthodes alternatives à la détention. On ne réprime pas qu'en écrouant, on ne réprime pas qu'en mettant derrière les barreaux. Il y a des méthodes juridiques. Quelles méthodes concrètes on peut Je ne suis pas un expert de l'arbitrage ou du droit. Quelqu'un, par exemple, qui vous arnaque à hauteur de plusieurs millions et paralyse vos activités, vous rend malade, etc. Quelle est la meilleure sanction qui le corrige et qui le ramène dans le droit chemin? C'est un individu perdu à jamais, non? Non, pas perdu à jamais. D'ailleurs, les maisons d'arrêt ont une visée correctionnelle. Elles ont, normalement, on n'en ressort pas plus récalcitrant, mais on devrait être amorti, on devrait changer de mentalité. Franck Aounou, justement, il faut bien s'inquiéter parce que, aux dernières nouvelles même, il y a un détenu à la prison civile de la promiscuité qui a réussi quand même à arnaquer depuis sa cellule une bonne soixantaine de tenanciers de points de mobile money. Il faut bien réfléchir à comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène. Oui, il faut réfléchir et poursuivre les réflexions davantage. Moi, je pense que les inquiétudes de la conférence épiscopale, ce n'est pas la première fois que cette conférence émet des réserves sur des questions, disons, qui touchent les populations à l'occasion du vote de la loi sur
pour encadrer l'avortement et bien des situations. On a écouté les prêtres se prononcer. Et cette fois-ci, je crois que ils ont visé une situation qui se produit, une situation qui est en train de décadencer un peu le rythme de notre société. Et c'est important parce qu'en face de ceux-là, dans les églises, et Ulrich l'a dit tout à l'heure, sauf que ils le font. Lorsque vous suivez les homélies, lorsque vous suivez... Ils parlent d'éducation, ils parlent d'éducation. Ils parlent de morale. Mais les jeunes sont fermés. Hein, les jeunes sont fermés et ne veulent pas changer, c'est dommage. Et même les prêtres sont victimes de l'ANAC. Tout le monde est victime, oui, ils sont victimes de l'ANAC. Et donc moi je pense que c'est une prise de position qui fait bien, qui fait du bien à tout le monde. Parce que ça a relancé un peu le débat. Maintenant, côté, la stratégie que j'aime chez les catholiques, c'est que on met le problème sur tapis, on évoque le problème, mais on fait des suggestions. C'est important et moi je pense que les pouvoirs publics devraient s'en approprier. Alors le potentiel qui nous annonce très clairement dans sa parution ce matin à Anak à grande échelle, plus de 50 personnes escroquées, avec ce témoignage-là d'une victime. La personne qui les a escroquées est emprisonnée à la prison civile d'Akpro-Missérété. Et il y a même eu quelques policiers qui ont été mis aux arrêts, qui sont enfin en griffe complice pour le moment. On a du peu sur la planche, hein, Eric, par rapport à la lutte. Absolument. Je pense que lui doit être un Michael Scofield à la Béninoise. Je pense que c'est une question assez préoccupante et la conférence se fait bien de revenir là-dessus dans son communiqué final. Et comme l'a souhaité Ulrich, c'est bien de le relever, mais je pense que c'est un phénomène qui nous touche et qui devrait mobiliser tout un chacun de nous. L'Église joue certainement déjà son rôle et elle a encore appelé à continuer à jouer parce que l'Église est famille. Et ce sont des questions d'éducation et donc il faut davantage encourager les parents à revoir et bien entendu certaines notions, n'est-ce pas, aux enfants. L'Église l'a déjà rappelé aux jeunes de choisir le bon chemin et d'éviter le gain facile. Alors l'Église est famille et justement, elle a pris une position par rapport à cette annonce du gouvernement d'organiser quelques jours de réflexion. Je crois que ça doit être en septembre prochain, à annoncer sur la démographie béninoise. Que pensez-vous de la position de l'Église catholique? L'Église catholique est dans son rôle parce que l'Église, elle est de la famille et elle a bien précisé que il faut que ces assises soient éclairées, de sorte à ce que les décisions qui seront prises respectent la sacralité de l'homme. On sait que des décisions sont souvent prises par rapport à ces genres de situations. Est-ce que nous devons aller à la limitation réelle des naissances? On ne sait pas encore, rien n'est encore précis. Mais vous le savez très bien, vous savez que la loi sur l'avortement, jusqu'à présent, l'Église est restée assez mitigée sur la question. Pas mitigée, ils ont été très tranchés, ils ont pris position. Vous voyez un peu les catholiques ont dit au sujet de cette annonce-là. Ils souhaitent d'ores et déjà, c'est-à-dire les évêques, d'ores et déjà compter sur la bonne foi de tous les acteurs convoqués au débat pour des prises de décision qui respectent la dignité humaine, la sacralité de la vie, la sauvegarde de la famille, premier sanctuaire de la vie, et tout ceci de la crainte de Dieu. Et quand c'est comme ça, le message est assez clair. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour, a priori. La position n'est pas encore connue. Justement, ça n'a pas empêché de voter la loi sur, ma foi, l'avortement, par exemple. Oui. Rapidement, Eric, très rapidement. L'Église a fait des recommandations sur l'esprit qui doit gouverner les travaux. Peut-être qu'à l'issue des assises, l'Église reviendra peut-être encore de façon plus précise. Moi, je n'ai pas cette opinion. Oui, mon opinion, c'est que lorsque l'Église donne sa recommandation et demande qu'on n'aille pas dans un certain sens, c'est-à-dire ne pas atteindre la sacralité, la position est très claire, c'est-à-dire réfléchissez, sortez vos méninges, faites toutes vos gymnastiques intellectuelles, mais attention, la vie humaine est sacrée comme le dit la Constitution. Là-dessus, l'Église ne pouvait pas être beaucoup plus claire selon moi. Et sur la question de la limitation, je crois que le débat a avancé. Ce n'est pas une limitation toute faite qui sera discutée. On a réajusté en nous disant que ce sont les discussions sur la démographie et la fécondité et qu'on décidera une fois ces assises, au sortir de ces assises. Mais la décision sera pour la limitation ou pas? Bon, parce que là, nous sommes en train de jouer avec les mots. Je présume qu'on ne peut pas connaître les décisions
les assises. On a juste le même si on a fait des assises, vous me permettez, oui, Franck, au sujet de la position de l'Église sur les assises annoncées. Non, je crois que c'est clair. Hein. Si vous voyez tel que énoncé dans leur communiqué final, on a dit de respecter la dignité humaine, on a dit la sacralité de la famille, il faut dans la crainte de Dieu. Parce que si vous allez chez les athées, les évangélistes, vous allez dans n'importe quelle chapelle religieuse, vous allez entendre Dieu, Dieu, Dieu. Ça veut dire que même les dirigeants qui sont là, ils ont leurs croyances. Même si parfois on dit je ne crois à rien, mais je crois, ils croient quand même en quelque chose. Je crois que c'est à cela que l'Église est en train d'inviter les uns les autres. Il faut recadrer un peu les réflexions et c'est le canevas que l'Église a choisi. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, William, l'Église qui demande qu'on nous diminue notre charge fiscale et les taxes qu'on paye au quotidien. Enfin, on dirait, enfin, quelqu'un pense à nous. Oui, des gens pensent à nous. Même ceux qui nous imposent des taxes pensaient à nous. Ah oui? Et bon, c'était pour eux la manière de redistribuer la richesse nationale. C'était la manière pour eux de faire payer ceux qui en ont beaucoup plus et de faire payer aussi ceux qui en ont moins. Et ceux qui n'en ont même pas à la limite. Maintenant, pour faire plus sérieux, je pense que les questions sociopolitiques, je crois que l'Église a une histoire légendaire par rapport à ses opinions. Et j'en fais pour preuve le célèbre communiqué de l'Église le 15 août 2013 sur la révision de la Constitution à laquelle Boni Yaya a répondu par la suite. C'est-à-dire, parfois, l'Église reste tranquille, les évêques regardent ce que les Béninois vivent, ils s'asseyent, ils se disent, mais sur cet aspect, peut-être personne n'en parle, les syndicats n'en parlent peut-être plus, les médias n'en parlent peut-être plus, les partis politiques ont peut-être consommé, se sont résignés, mais attention, nos populations, nos fidèles vivent encore ce mal, il faut opiner là-dessus. Je pense que c'est sur une question comme celle-là que nous venons parlant de la taxation. On nous a dit que le nouveau code des impôts et la loi des finances ne nous amène pas de nouvelles taxes, ne nous impose pas de nouvelles redevances fiscales, mais tout compte fait, la vie est chère. Et nous savons qu'une des conditions qui fait les prix des produits sur le marché, ce sont les impositions. Et Loric? Je fais mienne les observations de William tout en précisant qu'il ne faut pas oublier que le clergé dont nous parlons fait partie intégrante de la société. Absolument. Et elle comprend très bien tout ce que la société béninoise vit. Effectivement, quand vous faites le tour du pays, vous allez remarquer que les produits de première consommation sont vraiment dans une haute vertigineuse. Et ça pose un problème de décence sociale, un problème de sécurité sociale. On va y aller Et au-delà de ce que le clergé a vu, c'est une manière d'amener le gouvernement à revoir la politique sociale, et c'est ce que le peuple a toujours demandé, c'est ce que le peuple a toujours souhaité. Franck? Oui, je pense que les prêtres ne sont pas des extraterrestres et ils ne sont pas hors du Bénin. Ils vivent dans la masse et ils écoutent beaucoup de choses. Et je pense que ce qu'ils disent là, ça n'est pas de nouveau au Bénin, c'est ce que nous vivons tous. Et ils ne font que rappeler ce qui doit être fait. Moi, je pense qu'il faut en discuter avec eux. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent parce que il y a des prêtres qui sont envahis dans leur... je ne sais pas, dans leur demeure, qui règlent des problèmes sociaux chaque jour. Prêtre, on n'a pas mangé aujourd'hui, on n'a pas fait ci. Ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, mais ils ont remarqué. Si les enfants l'ont dirigé dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pour les orphelins, c'est pour nous autres pauvres. C'est pas pour cela qu'il faut les assaillir tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. On devrait aller voir qui alors dans ce cas? Eric? Franck. On devrait aller voir le pasteur ou le prêtre. On continue de donner des quêtes. Ah oui, voilà. Ah oui, je partage cette anecdote-là. Vous savez, au plus fort de la crise de Covid, il y avait des pasteurs qui faisaient comment est-ce qu'on dit, la célébration de la messe par WhatsApp. Ouais, et donc on payait aussi la quête par et on comptait le nombre de personnes connectées pour suivre. Malgré les crises qui nous secouent, l'Église s'adapte. Non, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut relever. Nous sortons, peut-être même pas encore, de cette crise de la Covid qui nous a beaucoup secoués. Et puis bon, il y a cette guerre à la Poutine qui s'en est ajoutée également, qui a fragilisé pratiquement toutes les économies. Et nous savons aussi que nous avons un budget entièrement fiscal. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps que ça, et ça c'est qu'il faut
C'est ce qu'il faut souhaiter, que l'État subventionne quelques produits. Et puis, nous l'avions remarqué, parce que nous faisions également le constat de ce que les prix se sont envolés sur le marché. Et il fallait soutenir l'assiette, n'est-ce pas, des béninois. Je pense que ça reste une réalité. Il faut davantage encourager le gouvernement à peut-être revoir cette formule, revenir également sur cette démarche-là, puisque dans la période, cela avait beaucoup aidé les Béninois à pouvoir véritablement vivre autrement. C'est une observation assez pertinente et je pense que c'est un mécanisme que nous avons déjà testé et on peut encore le refaire. Allez les gars, merci beaucoup, on a beaucoup échangé, ce fut un plaisir. Deux sujets au cœur de nos échanges, la conférence diplomatique. En attendant donc d'avoir quelques bribes de ce qu'ils se sont dit, on a quand même opiné sur l'opportunité de cette rencontre et ce que ça pourrait changer à la diplomatie, à son orientation au Bénin. On a échangé autour des points retenus dans le communiqué final, des échanges entre les prêtres catholiques, notamment les évêques du Bénin, se sont vus la semaine écoulée pour penser un peu non seulement à la situation de leurs fidèles, mais aussi à la situation socio-économique du Bénin. Bonne journée les gars, on va se voir demain. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps de prendre notre téléphone et d'appeler Jacques Dégbé pour la rubrique économique.